Par où commencer après ce que vous avez entendu? On voit bien là comment se met en scène, disons, le dispositif de parole de la science économique. Par où commencer? Par où? Par l'argent, par le crédit, par la dette, par le marché, par la finance, par l'épargne, par le profit. Bon, autant d'entrées. Alors, pour le premier dialogue, c'est Pierre-Noël Giraud qui va l'ouvrir. Chacun aura son tour. Mais parce que, bon, nous avons écouté ce trilogue qui est un peu une mise à plat des différentes croyances en matière d'économie qui peuvent aujourd'hui se faire jour et consister dans l'espace public au point d'inscrire, disons, des oppositions, des divergences tout à fait lisibles. Le libéral, le keynésien, le marxiste écologiste. Bon, voilà. Alors, Pierre-Noël Giraud, je sais que vous n'aimez pas l'économie normative, mais peut-être qu'en commençant par les croyances, nous pourrons glisser un peu sur cette distinction qui quand même pose problème entre les acteurs d'un côté, de quoi s'occupe la science économique, et les sujets de l'autre, enfin comment ça peut éventuellement communiquer, et ce que peut apprendre la psychanalyse à l'économiste. Et donc, d'abord, qu'avez-vous à dire à la fois de ces croyances et de la rationalité économique en tant que telle? En tout cas, comment vous l'abordez du point de vue des acteurs? Bon, je pense qu'il faut commencer par essayer de rendre raison des raisons pour lesquelles on peut entendre trois économistes tenir des discours aussi différents. On cite une boutade de Churchill, dont je n'ai pas vérifié l'authenticité, qui disait, c'était pire que ça, pire que trois, il disait, si en tant qu'homme politique, vous avez un problème de politique économique, vous réunissez 10 économistes et vous avez 10 réponses différentes, 11 si Keynes fait partie des 10. Bon. Alors, évidemment, ça ne fait pas très sérieux. Un discours à prétention, à ambition scientifique, à développement discursif rationnel, qui aboutit à des positions aussi différentes sur la réalité, il faut quand même en rendre compte. En fait, ces différences viennent de deux causes qu'il faut bien distinguer, à mon avis, et ça a un rapport avec le caractère normatif ou pas de l'économie. Il y en a une qui est très lisible dans le discours, c'est qu'il ne croit pas, par exemple, il ne croit pas de la même façon à l'efficacité des marchés. Alors, il faudrait définir ce que c'est que l'efficacité des marchés, mais enfin, le libéral croit à l'efficacité des marchés, le keynésien, oui, mais, et puis le marxiste, pas du tout. Bon. Donc, il y a des différences qui relèvent de la croyance dans des mécanismes économiques. Les marchés, c'est un mécanisme de coordination économique. Donc, ce sont des différences internes à l'économie elle-même. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes normes de jugement. Ils n'ont pas les mêmes normes de jugement. Pour le libéral, la liberté l'emporte de loin sur l'égalité. Bon. Le keynésien essaye de tenir la balance entre les deux, et le marxiste dira oui, bien sûr, la liberté, mais d'abord l'égalité. Bon. Donc ça, ce sont des normes, in fine, alors ça peut se décliner en normes beaucoup plus précises, mais ce sont des normes de jugement sur les évolutions économiques et aussi par conséquent sur les politiques économiques qui visent à orienter différemment ces évolutions si, selon une norme de jugement donnée, elles sont considérées comme devoir être changées. Alors, c'est un point sur lequel j'insiste volontiers, c'est que, pour moi, l'analyse économique
ne peut pas et ne doit absolument pas être normative. Elle doit expliquer ce qui se passe. Si elle le fait bien, si elle construit des bons modèles explicatifs, elle peut avoir un pouvoir prospectif, de prévision. C'est-à-dire que si vous avez un modèle qui explique bien ce qui s'est passé, vous pouvez dire, si les politiques économiques ne changent pas, alors voilà ce qui va se passer. Et si on ne souhaite pas que cela se passe comme ça, alors voilà ce qu'on peut faire. Mais naturellement, ce n'est pas à l'économiste de dire si l'évolution qu'il prévoit est souhaitable ou pas. Ça signifie que si on dit un mot de cette interrogation épistémologique, quel est le rapport du discours économique à la réalité, le plan d'épreuve est prospectif. Voilà. Une bonne théorie économique, c'est une théorie qui prévoit bien ce qui va se passer. Alors ça fait que le métier d'économiste est un métier très agréable, parce que finalement vous êtes jugé 20 ans après. Hein. D'ici là, les gens ont le temps d'avoir oublié ce que vous avez dit, etc. Donc voilà une première explication de cette diversité apparente des discours. Il y a des croyances différentes sur certains mécanismes fondamentaux de la réalité économique, et puis, mélangé à ça, il y a toujours des jugements de valeur différents. Et c'est pour ça que je recommande aux non-économistes, quand un économiste leur dit « il faut faire cela », parce qu'on leur demande sans arrêt « que faut-il faire pour réduire le chômage, est-ce qu'il faut rester dans l'euro, est-ce qu'il faut sortir de l'euro, etc. » Il faut toujours leur demander quel est le critère de jugement qui leur permet de dire « il faut », ce qu'on fait très très rarement. Bon. Alors maintenant, pour commencer à aborder la question de ce que la psychanalyse peut apporter à l'économie, je détaille un tout petit peu ce qu'il y a de commun finalement entre ces trois économistes, aussi différents soient leurs conclusions et leurs propositions. C'est une méthode qui va, à mon sens, définir l'économie. Alors l'économie a un objet. Pour moi, l'objet de l'économie, c'est tout ce qui a un prix. Voilà. C'est la marchandise et la monnaie. Tout ce qui tourne autour de ça. Et l'économie analyse, dans une société donnée, comment s'organisent les actions et les rapports entre eux des gens autour de la marchandise, de la marchandise. Et tout modèle économique, en ceci, il n'y a pas pour moi une économie, disons, classique, Ricardo, marxiste, Marx pouvant être considéré comme un classique, puis néoclassique, puis keynésienne, puis post-keynésienne. Il y a une seule économie. Ce qui diffère, c'est des hypothèses, justement, sur les trois termes de l'analyse économique, qui sont les acteurs, et on s'interrogera sur la différence entre un acteur et un sujet. L'acteur économique est le sujet de la psychanalyse. Qu'est-ce qu'on peut faire communiquer entre les deux? Des acteurs qui ont des comportements, des mécanismes de coordination qui décrivent les interactions entre ces acteurs, et, comme même un libéral le reconnaîtra, des institutions, des États, mais ça peut être des institutions non étatiques, qui fixent des règles du jeu, éventuellement des actions beaucoup plus précises sur les mécanismes, sur les comportements des acteurs. Bon, c'est très simple. Acteurs, coordination, mécanismes de coordination, dont le marché, mais aussi les hiérarchies, hein, et puis des institutions qui influencent tout ça. Les différences que je qualifiais d'intra-économiques entre les discours économiques portent sur, en particulier, par exemple, l'efficacité des marchés, c'est-à-dire portent sur une dimension de l'analyse qui est les mécanismes de coordination. Elle pourrait porter aussi sur l'efficacité des États. Hein. Le keynésien a tendance à penser que l'État est efficace. Quand l'État fait quelque chose, ça marche. Il obtient ce qu'il voulait faire. Un libéral mettra volontiers en évidence qu'il se passe toujours le contraire de ce que l'État voulait faire, etc. Bon. Le marxiste dira l'État n'est pas du tout une institution qui définit et poursuit un intérêt général, c'est un État qui agit en fonction de l'intérêt d'un petit groupe, de lobby, d'une classe, tout ce qu'on voudra. Alors,
que peut nous apporter à nous, économistes, la psychanalyse? Beaucoup de choses, parce qu'en fin de compte, nos acteurs, ce sont soit des acteurs individuels, mais ces acteurs individuels, ce sont des sujets. Qu'est-ce que nous retenons en les qualifiant d'acteurs? Nous retenons, je m'adresse aux psychanalystes ici présents, à vous René Major, la compulsion de répétition. Tout ce dont on a besoin de savoir, ce qu'on a besoin de savoir nous, faire des modèles économiques, c'est comment vont se comporter les gens à l'égard de la vente de leur force de travail, de l'argent, des marchandises disponibles, etc. Il faut que ces comportements soient stables dans le temps, donc que ce soit répétitif, sinon on ne peut rien dire, on ne peut pas faire de modèle. Bon. Alors, une question intéressante, c'est les acteurs collectifs. Voilà. Et c'est une question que je vous pose. Certains économistes, très férus de psychanalyse, je pense en particulier à Vivien Lévy-Garbois et Gérard Marek, eux considèrent que les acteurs collectifs ont un inconscient et que pour un acteur collectif, il y a un ça, il y a un moi, il y a un surmoi. Voilà. Et que pour expliquer le comportement d'un acteur collectif, une entreprise, un groupe social, etc., il faut analyser ça, il faut analyser l'ensemble. Et de là, on en déduira leurs comportements, qui peuvent être à ce moment-là variables dans le temps. Par exemple, le surmoi peut s'affaisser, etc., etc. On voit bien le type d'analyse qu'on peut faire, et ça débouche sur une question un peu historique qu'on peut poser à la psychanalyse, qui est: est-ce que vous percevez dans l'inconscient collectif, dans les comportements collectifs, quelque chose qui aurait évolué? On peut penser à l'affaiblissement du rôle du père, à l'hédonisme croissant, à l'individualisme croissant. Enfin, ce genre de choses nous intéresse, évidemment, pour modéliser nos acteurs et individuels, mais aussi collectifs. Deuxième chose, et j'en ai fini pour mes questions introductives, c'est que dire aussi des interactions, des comportements? Alors, on a évoqué alors la dette, on y reviendra, on a évoqué la cruauté. Vous parlez dans vos ouvrages, René, d'une espèce de pulsion de pouvoir, de domination qui agrège des pulsions partielles. Là encore, comment améliorer nos modèles d'interaction en prenant en compte ce genre d'analyse, et aussi comment est-ce que ça évolue dans le temps. Voilà, à partir d'une définition assez simplifiée, mais je crois assez robuste, de ce que c'est qu'un discours économique, de quel type de modèle il construit, ce que la psychanalyse pourrait nous dire pour mieux les informer. Mais on ne lâchera pas sur l'homo economicus. Moi, je veux faire l'éloge de l'homo economicus. Si on veut faire de la théorie, il faut qu'on ait un comportement simple des acteurs. Alors, l'homo economicus, nous, dans la plupart des modèles, c'est un individu ou une entité, une entreprise, qui maximise son profit. Mais je peux vous faire une économie entièrement fondée sur le fait que l'homo economicus est quelqu'un qui veut avoir un minimum fixé par lui et qui donne tout le reste. Moi, je peux vous faire de l'économie avec un homo economicus comme ça, parfaitement altruiste. Il dit, bon, moi, je veux le SMIC et tout le reste, je le donne. Mais je cherche à en gagner le maximum, mais tout le reste, je le donne. Je peux faire un modèle économique. Je suis agnostique de ce point de vue-là. Dites-moi ce que sont les acteurs et je vous ferai des modèles économiques. René Major. Eh bien, tout d'abord, je dois dire que c'est un plaisir nuancé de crainte de pouvoir parler avec un économiste et en particulier avec un économiste qui, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, avait devancé beaucoup de pensées, beaucoup de théories qui deviennent davantage divulguées, mais qu'il a fait il y a déjà quelque temps. Et entre autres, par exemple, je vous suivrai tout à fait, et la psychanalyse, la pensée psychanalytique aussi sur le non-normatif qui peut réguler votre science et la raison psychanalytique également. Et aussi sur le fait qu'il me semble que vous avez donné comme objet
de l'économie, ce qui n'est pas fréquent, je crois, chez les économistes, la question des inégalités. Question cruciale, me semble-t-il, pour la pensée en général, et quand vous parlez du commerce des promesses, la question de la promesse est une question qui, bien sûr, nous intéresse, et de la promesse également, puisque tout le problème de la croyance se trouve même dans la question de la promesse. Mais je pense qu'au départ, il y a dans l'organisation psychique qu'on retrouve dans l'organisation sociale, si on prend des questions comme par exemple l'indemnité. Je pense qu'au départ, dans l'organisation libidinale narcissique, pulsionnelle et narcissique, ou même au début de la vie de l'enfant, l'autre n'existe pas en tant que tel. Il est indemne de toute contamination par l'autre. Et c'est seulement quand on entre dans le champ du pulsionnel lié à l'objet que l'autre commence à exister comme tel. Ou quand il y a un retour de la pulsion de cruauté sur le sujet lui-même, qu'il découvre que l'autre peut exister, souffrir, et qu'il y a dans l'histoire toujours quelque chose en nous qui fait qu'on puisse penser qu'on ne puisse même pas faire souffrir l'autre. Donc, une question d'indemnité, de l'indemne, du sauf, qui fait que on a là une source, une des deux sources du religieux. Donc, je parle du religieux pour parler de la croyance en général, et que la deuxième source, c'est au moment où intervient justement la croyance, la fiabilité, la croyance, comme vous pouvez en parler en économie, la croyance en une promesse, mais qui parle de la croyance en une première autorité, soit celle du père, soit d'un substitut du père, où en fait l'enfant croit ce qu'on lui dit, c'est-à-dire croit ce que l'autre croit, ou ce que l'autre feint de croire, ou ce que l'autre croit croire. Et nous retrouvons toujours dans toute conversation comme la nôtre un minimum de croyance pour que nous puissions nous parler, de croyance en ce que l'autre dit, même si on peut douter, il faut qu'il y ait un minimum de croire ou de ne pas croire, ou de croire sans croire. Qu'est-ce que fait Philippe? J'ai envie de rebondir. Oui, sur croyance et vérité, ou croyance et Je ne réalité. suis pas loin, René, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas loin. Je vous écoute, mais je vous laisse dialoguer avant de nous interrompre. Voilà. Il me semble qu'il y a une chose commune entre la psychanalyse et l'économie, c'est que la pensée a une influence sur la réalité, contrairement aux sciences physiques. Bon. En économie, par exemple, si tous les acteurs pensent que le cours de Google va monter, ben, le cours de Google monte. Voilà. D'où que pour quelqu'un qui veut jouer en bourse, la question n'est pas de rechercher dans la réalité les raisons fondamentales que le cours de Google monte. La question est de deviner ce que les autres pensent que va devenir le cours de Google. Oui, je vous interromps seulement, je cite une anecdote dont votre homonyme parle, Gaël Giraud. C'est aussi la croyance en la parole de l'autre ou la croyance en ce que l'autre peut faire, penser, et ainsi de suite, voilà, qui détermine. Il raconte cette anecdote où Bush est au Japon et il veut dire qu'il va y avoir une dévaluation, je crois,
Dugan, et il fait un lapsus, il dit qu'il va y avoir une inflation. Immédiatement, la bourse chute de 2%, 3%, avant que le Premier ministre ait pu rectifier le lapsus de Bush. Voilà. Mais alors, sur la bourse, c'est évident. Keynes a écrit des choses remarquables là-dessus, avec une intuition géniale. Et il a repris, tout le monde le sait, mais je le rappelle, la métaphore du concours de beauté. Bon, il dit la bourse, c'est comme un concours de beauté dont le jury serait les gens qui votent. On leur présente, alors c'est très machiste comme histoire, on leur présente des belles femmes, et il faut qu'ils votent dans l'ordre 1, 2, 3, quelles sont les 3 plus belles. Et si leur vote est le vote majoritaire, ils ont un prix, une gratification, ils ont le droit de passer une soirée avec les dames en question, je ne sais quoi. Bon, alors évidemment, ce qui est important, ce n'est pas de se demander quelle est celle que je trouve la plus belle. Non, c'est qu'est-ce que je pense que les autres vont penser qui est la plus belle, n'est-ce pas? Et on voit bien que là, on a un système qui est totalement indéterminé, parce que c'est un effet de miroir. Moi, je me demande ce que les autres pensent, mais les autres, ils ne pensent pas à partir des fondamentaux. Eux aussi, ils se demandent ce que moi, je pense. Bon. Alors, c'est un des problèmes théoriques les plus difficiles en économie aujourd'hui. C'est comment traiter ce mimétisme qui donne un prix aux simples promesses que sont les titres financiers, puisque un titre financier, ce n'est qu'une promesse de revenus futurs, et donc son prix dépend de ce que les gens pensent que sera l'avenir. En apparence, c'est ça. Non. Son prix dépend de ce que les gens pensent, que les gens pensent, que les gens pensent, que les gens pensent, que sera l'avenir. Bon. Et c'est vrai pour les cours boursiers, mais c'est vrai pour l'économie en général. Par exemple, il est clair que si vous avez, à un moment donné, ce qui a été le cas depuis les années 80, la majorité des économistes qui ont une vision libérale, mais ça a des effets réels sur l'économie. Pas simplement parce que les gouvernements y croient, mais les agents eux-mêmes y croient, les acteurs économiques y croient. Alors voilà, je voulais vous soumettre ça, qui est vraiment, si on creuse un peu les choses, sur le plan de la formalisation de l'économie aujourd'hui, en particulier dans la finance. Arriver à modéliser ça, c'est un casse-tête considérable. Et je me demandais si vous aviez quelques idées. Je crois que ce que vous décrivez là, dans ce qui se passe dans les groupes sur le plan économique, c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans la psychologie de groupe, où il y a à la fois l'identification à celui qui aurait la position d'autorité, comme par exemple les fluctuations du marché selon ce que Greenspan pouvait décider, parce qu'on lui prêtait une certaine autorité, alors que lui, au fond, dira après coup, mais moi, je ne faisais que vouloir soutenir ce qui plaît aux Américains, c'est-à-dire devenir propriétaire, pouvoir avoir tout ce qu'ils n'ont pas le plus vite possible, et ainsi de suite. Mais donc, ça veut dire que lui-même avait une certaine, malgré tout, théorie de la pensée économique basée sur une certaine pensée de l'économie libidinale, où c'est la satisfaction immédiate de la pulsion la plus de posséder, par exemple. Alors, il y a en plus de cela, bien évidemment, il y a à l'intérieur du groupe les identifications les uns aux autres de ceux qui font partie du groupe. Et là, vous avez effectivement le calcul et on voit ça dans tous les groupes, dans les réunions de groupe et ainsi de suite, où on se détermine selon ce qu'on croit être la position même théorique de l'autre, ou sa position affective, ou sa position par rapport à l'exercice éventuel du pouvoir, comme on peut voir dans les groupes politiques, et ainsi de suite. Je pense que c'est la psychologie collective telle qu'elle a été quand même assez bien étudiée par Freud, auquel il est possible certainement d'apporter d'autres développements, mais qu'on peut affiner certainement. Mais la base est celle-là.
René Major, vous vous êtes intéressé à l'économie, avez-vous dit. Vous savez qu'on emploie l'expression économie psychique. Dans votre livre, vous opérez un détour avec le livre de Jean-François Lyotard, qui est ancien, qui est de 1974, je crois. Je rappelle quand même, c'était un livre très très violent à l'époque, hein, 74. Il y avait ces discussions sur à la fois la force de travail, l'exemple des mineurs qu'il prenait, où il disait les mineurs, c'était au moment de la désindustrialisation du Nord et du début de la fermeture des mines, les mineurs jouissent au travail, jouissent de leur travail, etc. Donc, moi, ce que j'aimerais essayer comme ça, de mettre en valeur, bon, vous vous intéressez à l'économie à cause, enfin, du fait de l'économie libidinale. Vous dites donc que, de ce point de vue, vous êtes dans la lignée de ce qu'a voulu faire Lyotard. Oui et non. C'est justement quand je mets la psychanalyse aux frontières de la philosophie, j'essaie de voir qu'est-ce qui, de cette pensée, par exemple celle de Lyotard, peut avoir un rapport avec ce que peut développer la pensée ou la raison psychanalytique. Je ne suivrai pas dans certains développements qui sont de l'ordre, si vous voulez, d'un flux organique qui circule comme cela en nous et sur lequel il n'y a guère de prise. Mais en revanche, sur sa lecture de l'économie, c'est parce qu'il passe par Freud, une lecture de Freud et de l'économie libidinale chez Freud, je crois qu'il a une excellente compréhension de la pensée de Freud, et ensuite qu'on puisse le voir dans le champ de l'économie en général, de l'économie restreinte d'abord, même dans la famille, l'économie même individuelle, restreinte dans la famille, plus sociale et politique. Ça, j'ai eu l'impression qu'il le faisait très bien, en passant aussi par trois... il fait une comparaison sur laquelle je suis revenu, la façon dont cette économie s'exerce, par exemple, dans la religion ou dans la religion hindouiste, où est la place du sacrifice, et ainsi de suite, comment elle se fait également dans la prostitution, et comment elle se fait aussi dans l'élaboration psychanalytique dans une psychanalyse. Intéressant. Et l'histoire aussi, mais là nous y reviendrons peut-être si nous reprenons toute la question des échanges et peut-être aussi de ce qui me paraît intéressant, parce que me paraît intéressant, c'est comment au fond se sont noués, c'est un peu le titre de notre rencontre, comment se sont noués en quelque sorte la dérégulation depuis 30 ans sur le plan de l'économie de marché, de l'économie néolibérale, et une certaine aussi pseudo-libération sexuelle. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, donc la dérégulation, c'est ce qui est votre intérêt pour l'économie, c'est ce qui vous a, disons, oui, permis de remettre sur le chantier aussi la question de la cruauté, de l'au-delà de la cruauté. Mais est-ce que ça veut dire, pour revenir à... C'est un repère assez simple. Est-ce que je disais tout à l'heure sur le prix et le hors-prix, est-ce que ça veut dire que le au-delà de la cruauté est du côté du hors-prix, de l'incalculable ou de l'impossible, même si cet impossible parvient néanmoins à consister? Il y a de ce point de vue-là deux économies qui se confrontent. Une économie du possible,
qui existent aussi bien dans le champ économique que dans le champ de l'économie libidinale, disons, qui est toujours en rapport avec ce que je peux faire par rapport à l'autre, par rapport à soi et par rapport à l'autre, et aussi, si on peut penser une économie beaucoup plus difficile à penser, de l'impossible. Une économie de l'impossible, ça veut dire, mais c'est que, par exemple, pour ne dire qu'un mot et une image qui peut-être nous amènera à certains développements, si, parce qu'on est toujours dans le possible, si par exemple on dit les conditions d'entrée en France sont telles et telles, hein, c'est que, ou les conditions d'obtention de la nationalité française sont telles et telles, si on pose toujours des conditions, comme on en pose dans tous les domaines, ça veut dire que logiquement, on suppose qu'il pourrait y avoir du sans condition, de l'inconditionnel, hein, pour qu'on puisse poser tant de conditions. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger les conditions, si je puis dire, de cet inconditionnel. Mais là, nous aurons l'occasion d'en reparler, je pense, plus tard cet après-midi. D'autant que Pierre Noël. D'autant que je voudrais quand même insister sur une question que j'ai posée, qui est pour nous, économistes, de grande importance dans ces flux de questions, de confrontation de concepts entre les deux discours. C'est la psychologie sociale et son évolution. Voilà. Bon. Bien sûr, on est absolument prêt à admettre qu'il puisse y avoir des évolutions historiques de l'économie libidinale, et comme vous l'avez dit, qui ne sont pas sans conséquence sur l'évolution historique de l'économie elle-même, du type de capitalisme. On en parlera cet après-midi, mais vous parlez déchaînement d'une maladie auto-immune du capitalisme. Il y a des évolutions historiques dont les racines se trouvent en partie dans l'économie libidinale, alors que l'économie, ce qui se passe dans l'économie, dans la réalité économique elle-même, influence. Bon. Alors, il y a des thèses, je les ai évoquées rapidement tout à l'heure, qui disent que le sujet moderne, le père est déchu pour lui, il est de plus en plus individualiste, il est de plus en plus dans la tentative, dans la pulsion partielle, pas forcément des pouvoirs, mais vous dites qu'on pose ça dans les pulsions de pouvoir, dans l'immédiat, dans la poursuite sans fin d'une satisfaction inatteignable à travers la marchandise. On constate par ailleurs une extension continue du domaine de la marchandise qui s'étend maintenant au corps humain. Tous les débats très contemporains sur la GPA, les trafics d'organes, etc., qui investit toute une série de biens publics. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a des changements profonds dans l'économie libidinale et des conséquences de ça dans le psychisme collectif? C'est une vaste question, vous allez répondre avant la pause. Bon, ça a été étudié quand même par des psychanalystes et philosophes, notamment Pierre-Henri Castel, dans La fin des coupables, et de tout ce qui concerne, disons, l'histoire un peu sur la longue durée de l'individualisme. Non, mais je rappelais cela au passage. Et René Major. Oui, écoutez, je pense que si on regardait l'histoire sur une très longue période, on verrait certainement apparaître des périodes, par exemple, de déchaînement pulsionnel. Qu'est-ce qui se passe? Un chouraveur, comme on dit dans le film de Hu sur les gitans, je sais pas, est venu piquer un verre, il avait soif. D'accord, très bien. On lui donne. Oui, on peut nous prendre beaucoup de choses. Et d'autres périodes, au contraire, de restrictions, de lois morales beaucoup plus importantes, de surmoi culturel
très forts, comme il y a eu le groupe de Bloomsbury. Merci. Le groupe de Bloomsbury qui s'insurgeait au fond contre l'ère puritaniste. Il en faisait partie, Keynes. La période victorienne, quoi. Oui, ou on peut parler de l'époque du début du XXe siècle à Vienne, bien entendu. Mais je ne crois pas que... Je crois qu'on peut décrire comme cela des temps de l'histoire et des périodes. Comme il y a eu l'époque de croyance au monothéisme qui a été refoulée et puis qui est revenue après. Je pense que les cycles de l'histoire sont complexes et qu'on trouve de tout successivement, mais qui prennent des formes particulières. En effet, si vous parlez des questions de gestation pour autrui, etc., probablement que, étant donné les avancées des technosciences aussi, il y a plein de choses qui deviennent possibles en médecine, dans l'assistance médicale et ainsi de suite, qui n'existaient pas auparavant. Donc, il y a des formes qui paraissent liées à ces développements de la science ou de la technique. Et aussi des périodes comme si, par exemple, en 68, on a beaucoup parlé de la libération sexuelle, mais tous les analystes vous diront que dans leur pratique, cette apparente liberté pouvait être aussi bien devenue une contrainte, c'est-à-dire un devoir, nécessité à un âge assez tendre. Une injonction. Une injonction, donc une autre forme de surmoi. Néanmoins, et aussi comme on a pu dire aussi dans les discours politiques ou autres, maintenant par rapport à l'argent, on est décomplexé. Mais il faut voir les effets de cette pseudo-décomplexion aussi. Qu'est-ce qu'elle produit et est-ce qu'elle n'amène pas éventuellement un retour à des législations très sévères et ainsi de suite, non ? Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, de moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché, des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie.